Bien, bonjour à tous. Vous allez voir que mes propos sont très convergents et complémentaires de ce qu'a dit Sébastien. On a commencé, nous, nos travaux il y a plus d'1 an. Et peut-être à la différence de Sébastien, avec uniquement des gens de la filière, des bureaux d'études thermiques, des industriels, des énergéticiens. La différence peut-être aussi dans nos travaux, c'est que nous avons beaucoup travaillé à modéliser le parc pour prévoir l'évolution de la consommation d'énergie et essayer de chiffrer et d'objectiver beaucoup d'intuitions ou beaucoup d'idées qui étaient répandues dans les différents rapports, études, etc. Alors je précise que le Shift Project est un think tank comme la Fabrique écologique dédié à trouver des solutions pour la transition énergétique et évidemment contre le carbone, travailler avec des industriels et des parties prenantes qui ont intérêt, acteurs économiques essentiellement, qui ont intérêt à faire bouger les choses, parce qu'évidemment si on ne s'attache que à regarder tous les opposants à une dynamique d'évolution, eh bien on n'avance pas beaucoup. Donc là l'idée c'est de mettre autour de la table des acteurs, des observateurs et des industriels et des acteurs économiques qui ont un intérêt économique à voir les choses bouger. Donc voilà une partie de la liste des personnes qui sont autour de la table, que je coordonne et j'anime, chacun évidemment avec leurs intérêts propres. Notre rôle est d'avancer avec des propositions. L'élément... Voilà, sur les constats, on a formulé des constats très similaires. D'ailleurs, à peu près tous ceux qui réfléchissent à la question de la performance énergétique des bâtiments, on peut dire, et tous ceux qui évidemment n'ont pas d'intérêt à défendre l'intérêt corporatiste, arrivent globalement à peu près aux mêmes conclusions. Nous avons en tête l'urgence climatique, autant que d'autres bien sûr, et vous j'imagine, on l'a vraiment à l'esprit, ce qui nous amène probablement à avoir des propositions qui vont probablement un peu plus loin dans la contrainte réglementaire, vous allez voir, tout simplement parce qu'on dit, si on regarde l'état des lieux, si on regarde l'évolution de l'isolation dans l'habitat et le gain de performance énergétique, il est certain que nous n'arriverons pas au facteur 4 en 2050, et il est certain que nous n'arriverons même pas au facteur 2 en 2050. Donc on peut imaginer plein de choses par rapport aux consommateurs, aux ménages, imaginer des solutions au marketing, et tout ça va dans le bon sens, mais il est bien clair que, et nous en avons la conviction, si on veut vraiment avoir un impact sur ce segment, encore une fois, Sébastien l'a rappelé, important de la maison individuelle, très consommatrice d'énergie en France, il faut malheureusement, pour certains, heureusement pour d'autres, se dire qu'on doit aller un peu plus loin dans l'évolution des comportements et certainement plus loin aussi dans la contrainte réglementaire. Alors, une simple illustration de ça, et je vais aller très vite. En 2009-2010, on était au plus fort du Grenelle de l'environnement. L'État mettait 3 milliards d'euros sur la table pour inciter les Français à isoler leur logement. Je vais rapide dans mon propos, mais en gros c'est ça. Un peu plus de 3 milliards pour inciter les ménages à mettre de l'isolation, faire de la performance énergétique dans leur logement. Aujourd'hui, on est descendu à moins d'1 milliard. Pourquoi ? Parce que Bercy et d'autres organismes publics ont mis en avant ce que nous avons dit aussi à très nombreuses reprises, c'est qu'il y a un effet d'aubaine massif dans l'utilisation aujourd'hui des aides publiques, CIDD, crédit d'impôt, etc., pour vous faire les choses courtes. Un ménage qui décide de changer une fenêtre à double, triple vitrage, l'aurait certainement, c'est ce que montrent des études de comportement, pris exactement la même décision sans les quelques euros de crédit d'impôt. Pour des raisons en partie qu'a évoqué Sébastien, c'est que le facteur qui motive la décision, elle est sur des enjeux de bien-être, de confort, d'embellissement, de valeur patrimoniale,
pas parce que je vais avoir quelques euros de crédit d'impôt. Je ne dis pas que c'est totalement inefficace, mais l'effet d'aubaine, il a été démontré dans différents rapports. Donc il faut, ça montre le peu d'efficacité des politiques d'incitation, et tout ça, et quand on voit les résultats, moins de 130 000 logements isolés, dont, vous avez raison monsieur, on ne sait pas bien exactement quel est le niveau d'isolation. Les 130 000, c'est le chiffre que tout le monde cite, c'est un chiffre qui vient d'une étude qui fait référence dans ce domaine-là, que tout le monde connaît, tous ceux qui travaillent sur ce sujet, c'est l'étude Open, qui est faite par l'ADEME. Et pourquoi tout le monde le cite? C'est tout simplement parce que c'est la seule étude que nous avons à notre disposition. Et tous ceux qui travaillent sur ce sujet consultent toutes les statistiques. L'INSEE va arriver avec des nouveaux tableaux à la fin de cette année. Ça va nous donner à nous, chercheurs dans ce domaine-là, plus de matière pour analyser ce sujet. Mais aujourd'hui, tout le monde ne dispose que de cette étude. Et effectivement, ces 130 000 logements qui sont à 3 étoiles du point de vue du référence ADEME, qui veut dire simplement, en gros, 3 gestes, dont on n'a aucune idée précise de l'impact en termes de performance énergétique. Si on se réfère à un critère un peu plus solide qui est le label BBC Effinergie, on dit qu'il y a moins de 10 000 logements par an, qui est isolé avec ce niveau, classe B, Effinergie. Donc on voit bien que quand le gouvernement nous annonce moins 38% de baisse de la consommation ou 500 000 logements rénovés à l'horizon 2017, on n'est pas loin du but, on est très loin du but, très loin du but. Donc il faut oublier toutes les ambitions louables et qu'on souhaite tous de baisser massivement la consommation dans l'habitat avec les mesures actuelles et les mesures incitatives. Pour appuyer le propos de Brice, ce qui est aussi sidérant, c'est que les études, les données statistiques, on les a 2 ans après. C'est pour piloter les politiques publiques, on reste juste avec 2 ans de retard. Alors, je passe assez vite. On a pris en compte dans nos réflexions et nos analyses des éléments évidemment incontournables, celle de raisonner à finances publiques constantes, de maintenant à 2050, de ne pas chercher à perturber le marché de l'énergie. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des segmentations de sources d'énergie pour certains types de logements, élec, gaz, etc. Si on s'embarque à vouloir bouleverser ça plus que de nature, là aussi on va avoir, ça ne va pas faciliter les choses. Donc il faut raisonner sur un cadre réglementaire qui ne bouleverse pas ça. Et évidemment, il faut que ce soit opérationnel tout de suite. Parce que dans le logement, il y a une inertie très forte. Donc on prend une décision tout de suite, un cadre réglementaire, ça va commencer à avoir un effet sur l'horizontale, sur l'existant, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. Quand aujourd'hui un ménage décide de refaire sa toiture et de ne pas isoler plus cette toiture-là, eh bien c'est un acte qui aura une répercussion forte, parce qu'on sait qu'une réfection de toiture, c'est tous les 40 ans ou tous les 50 ans. Ça veut dire que dans cette maison, on n'aura pas d'autres, dans la plupart des cas, c'est pas toujours le cas, mais majoritairement, sur ces lots-là, façade, toiture, etc., on est sur des rythmes des durées de vie de 30 à 40 ans. Donc il faut attraper tous ces gestes-là. Tout ça nous a amené à ce constat-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par sans perturbation des marchés de l'énergie? Et on ne peut pas... Aujourd'hui, vous avez une maison individuelle qui est chauffée au gaz en zone périurbaine, par exemple, au centre-ville. Il ne faut pas chercher à faire des cadres réglementaires qui viendraient perturber ça, qui viendrait emmener le ménage à reconsidérer ma source d'énergie. Il y a des tendances naturelles. On sait que le fuel baisse tendanciellement. Ça, évidemment, il faut l'accompagner parce que le fuel, c'est pas bon pour le climat.
le gaz, c'est une énergie fossile, dans la plupart des cas, c'est pas bon pour le... Il faut accompagner ça aussi en termes d'évolution de système, mais il ne faut pas chercher à dire on va faire basculer tout un segment de logement du gaz vers les pompes à chaleur, par exemple. Parce que là, vous mettez à dos trop d'enjeux économiques des énergéticiens en place. On est plus dans l'accompagnement de ces tendances lourdes. Chaudière à condensation, hein, on gagne en efficacité sur les systèmes, et il y a une tendance naturelle long terme, on est à peu près sûr, d'élimination du fuel dans les logements individuels, dans les maisons individuelles. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce sera en 2030 ou en 2040, en gros. Une autre certitude, c'est que chaque année, il y a 3 millions de gestes. Hein? Chaque année, il y a 3 millions d'interventions qui sont faites dans les maisons individuelles. Là, c'est uniquement le segment maison individuelle, pour refaire une toiture, une façade, un plancher bas, remplacer un système, une ventilation, etc. Et nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut attraper chacun de ces gestes. Quand un geste est réalisé par un ménage, il le fait, dans la plupart des cas, grande majorité des cas, parce que tout simplement sa chaudière est tombée en rade, elle ne marche plus, il faut la remplacer, ou parce que ses vitres ne sont plus efficientes, il faut les remplacer, ou la toiture est endommagée, il faut la refaire. C'est ça qui conditionne la décision des ménages, encore une fois, dans la grande majorité des cas. Quand un geste est fait, il faut qu'il y ait faut qu'on embarque de la performance énergétique. Alors, pour ça, on en vient au signal réglementaire que l'on propose, qui est basé sur la mutation-vente. On a passé en revue tous les événements naturels de vie du logement, et on est arrivé à la conclusion, chiffre à l'appui, que le moment de la mutation individuelle, c'est un moment où, naturellement, il va y avoir des travaux, selon des estimations de 5 à 10 000 euros en moyenne. Naturellement, il y a remplacement évidemment de changement de propriétaire, donc il y a forcément un sujet d'embellissement, de valorisation, de concevoir le logement différemment, et donc c'est un moment propice à ça. Notre proposition est la suivante: on fixe des contraintes, des échéances, un échéancier qui donne de la visibilité à l'ensemble des acteurs, hein, et qui dit la chose suivante. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en 2025, qui va vendre sa maison individuelle en 2025, eh bien, il sait qu'il peut la vendre en 2025 si elle est en dessous de la classe E, mais elle ne sera pas en conformité. Si elle n'est pas en conformité, plusieurs cas de figure, il négocie avec l'acquéreur le fait que, dans un délai à définir, 6 mois, l'acquéreur remet en conformité classe E minimum. Il ne s'agit pas de l'emmener en classe A, mais de passer juste ce saut de classe. C'est le choix. Ou si lui veut valoriser son bien à la vente, eh bien, il fait en anticipation les travaux qui vont amener à amener son logement en conformité à l'échéance de la vente. Le fait de donner de la perspective à l'ensemble des acteurs, artisans, filière industrielle qui peut s'organiser, se former, investir, les ménages qui peuvent aussi pousser un petit peu le geste de la rénovation thermique un peu plus fort à chaque fois que l'occasion se présente, eh bien tout ça amène à l'ensemble du marché à se structurer, et pas seulement par une contrainte réglementaire. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une obligation de travaux, il s'agit simplement de fixer un signal pour donner à l'ensemble des acteurs une vision long terme. Et il faut que ce soit à long terme, parce que, contrairement à ce que pensent les politiques, on ne peut rien faire dans le secteur de l'énergie, rien faire dans le secteur du bâtiment avec une politique à 5 ans. Ça n'est tout simplement, ce n'est pas réaliste, ça n'est pas comprendre l'inertie qu'il y a dans ces secteurs-là. Hein. Et les durées de vie que j'ai indiquées tout à l'heure le montrent facilement. Deuxième point, réflexe énergétique. Encore une fois, il s'agit de pousser l'anticipation. Je vais y revenir dans une seconde.
passeport rénovation énergétique, c'est l'idée du carnet de santé qu'a cité tout à l'heure Sébastien. On l'avait proposé il y a 8 mois maintenant. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a annoncé. Et donc aujourd'hui, nous sommes, ça fait partie des propositions qui ont été retenues par le gouvernement, nous sommes aujourd'hui avec notre groupe de travail en train concrètement de réaliser une maquette de ce que serait demain ce passeport rénovation énergétique, carnet de santé, vous l'appelez comme vous voulez. On est concrètement en train de le faire avec l'ensemble des groupes qui sont autour de la table. Je ne reviens pas sur les autres éléments. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous avez dans votre groupe des juristes? On a consulté des juristes. Ils ne travaillent pas avec nous au quotidien comme nous le faisons avec les industriels, mais on a consulté les juristes. Parce que ce sujet en copropriété est quand même très compliqué. Tout à fait. Alors, comme Sébastien, les propositions que j'indique là sont les propositions pour la maison individuelle. Pour la copro, on est sur d'autres propositions. Et là, il faudrait encore 1 heure pour que je vous présente ça. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on se cantonne à la maison individuelle. Voilà, avec plaisir. Alors, je vous présente simplement, encore une fois, on a maintenant, voilà, on a travaillé nos propositions. Je vous fais en quelques minutes la synthèse de 1 an de travaux, de réflexion, d'études, d'analyse chiffrée, etc. Et sur la base de ces propositions, eh bien, on s'est dit, ben voilà, maintenant on va voir ce que donne l'évolution de la consommation d'énergie dans l'habitat, maison individuelle, de manière tendancielle, et quel impact auraient nos propositions sur ça. Alors pour bâtir ce scénario macroéconomique, je peux vous assurer que ça a été énormément de boulot. On a rassemblé les équipes R&D d'EDF, de Saint-Gobain, de Bouygues, on a travaillé avec nos experts, on a fait tourner des calculateurs. C'est assez compliqué, tout simplement pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur. On base aujourd'hui, et ça c'est vrai de tout le monde, la segmentation du parc n'existe pas, on est obligé de la reconstituer, de la modéliser. Les études enquête logement de l'INSEE, elles datent de 2009, et tout le monde travaille là-dessus. Elles ont été un petit peu mises à jour en 2010, mais tout le monde travaille sur des études qui sont de 2009. On est en 2014 aujourd'hui. Donc on a dû tout reconstituer, refaire sur la base des études de CEREN, du CEREN aussi, et beaucoup d'études micro et études de comportement des énergéticiens auxquelles on a eu la chance d'avoir accès, des études qui ne montrent pas forcément tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On a pris en compte cet effet flux. La plupart des études et beaucoup de gens raisonnent en il faut rénover 150 000, 300 000 ou 500 000 logements par an. Ça, c'est une vue en fait un peu théorique qui n'a encore une fois pas de réalité. Parce que les rénovations globales sont très peu nombreuses. La réalité, c'est que je vais avoir 500 000 réfections de toiture chaque année. Et voilà, là il y a un poste, il faut agir dessus. Je vais avoir autant à peu près de 350 000 réfections de façade en maison individuelle. Là aussi, il faut agir. Les menuiseries, etc. C'est sur ces interventions qu'il faut raisonner, donc en flux par rapport à ces quelques 18 milliards d'euros dépensés par les ménages. Bon, on a pris en compte évidemment les fameux effets rebonds. Je ne reviens pas trop sur la partie théorique de ça, mais aussi sur l'effet prix, très important, Sébastien l'a évoqué. Et on a pris en compte évidemment toutes les tendances. On sait qu'aujourd'hui, malgré tout ce que l'on dit, il y a tous les ans, et depuis 1975, grâce à la réglementation thermique, grâce à malgré tout la petite prise de conscience des uns et des autres, eh bien, il y a une amélioration tendancielle. Nos logements, globalement, sont plus isolés aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 10 ans, ou même encore il y a 30 ans. Voilà les résultats. Et donc, là encore une fois, je vous montre en 6 planches, à peu près 40 pages de tableau de chiffres. La courbe rouge que vous voyez là, c'est le scénario de référence. Aujourd'hui, la consommation d'énergie, chauffage et ECS dans les maisons individuelles,
15 millions de maisons individuelles en France, eh bien, c'est 236 TWh. On ne fait rien, on laisse les politiques en place telles qu'elles sont, eh bien, on baisse de 75 TWh à l'horizon 2050. Vous voyez la courbe, c'est une pente douce. Et si vous prenez la même courbe depuis 1975, on est à peu près sur cette tendance-là, avec quelques à-coups liés aux réglementations thermiques successives. Et puis, avec nos propositions, le contrôle, l'échéancier réglementaire que j'évoquais à l'instant, le fait de renvoyer ce signal au moment de la mutation-vente, de développer ce réflexe de performance énergétique, évidemment toutes les politiques d'accompagnement, les mesures que propose aussi Sébastien, qui vont vraiment dans le bon sens pour accompagner les ménages, faire de la pédagogie, etc. Eh bien, si on prend tout ça en compte, on arrive à un facteur 2. Un facteur 2, on fait 115 TWh d'économie d'énergie. Donc vous voyez, on est même encore là, loin du facteur 4. Si on veut aller au-delà du facteur 4, au-delà du facteur 2, eh bien, il faut pousser l'évolution des énergies, c'est-à-dire faire en sorte que le fuel sorte plus vite du parc existant, faire en sorte qu'il y ait plus de packs, plus de chaudières à condensation, que toutes ces évolutions qui sont encore une fois des évolutions naturelles aillent plus vite, qu'on accélère ces mouvements-là, qu'on remplace évidemment le gaz naturel par du biogaz, etc. Ces éléments-là. Et vous voyez la difficulté et l'inertie de ce... Mais naturellement, on baisse de 75 TWh. Naturellement, on baisse de 75 TWh. En continuant les politiques actuelles. Ah oui, d'accord. En continuant les politiques actuelles. En continuant à dépenser 1 milliard d'euros chaque année en crédit d'impôt, en continuant en maintenant en l'état les réglementations thermiques, etc. Vous avez pris quelle hypothèse sur la croissance de la population sur la période? Celle observée ces 20 dernières années. C'est-à-dire je l'ai plus en tête, là, il faudrait que je... Okay. Mais on a pris une évolution naturelle. Alors attention, on agit là sur le parc existant, hein, les 15 millions de maisons individuelles. L'autre élément, je vous donne les deux facteurs qui sont très sensibles sur le modèle. Le premier, c'est le prix des opérations. Quelle productivité les artisans, les industriels peuvent avoir sur les opérations, les travaux, et quel est le coût de main-d'œuvre. Et puis le deuxième élément très sensible, c'est le prix des énergies. Alors, on a pris, et oui, forcément, il faut prendre ça en compte, une équation très simple, si vous voulez, et qui explique pourquoi le sujet n'avance pas en France. Une maison individuelle, la facture moyenne, là je te parle de facture réelle, pas la facture conventionnelle. La facture moyenne réelle en maison individuelle, c'est 1 500 € pour le chauffage et pour le chaud sanitaire. 1 500 € en moyenne. Si vous dépensez un bouquet de travaux classique, 20-30 000 €, vous faites au maximum 500 € d'économie par an. C'est la raison pour laquelle, nous on dit très clairement, ce qui rejoint tout à fait le propos de Sébastien, d'axer tout le sujet sur la rentabilité, c'est une erreur, une double erreur. C'est une erreur de communication et c'est une erreur sur le fond, parce qu'on ne va pas jamais intéresser un ménage fondamentalement avec 500 € d'économie au global. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas ça qui va encore une fois déclencher la décision. Ça va aider bien sûr, je ne dis pas qu'il faut l'occulter complètement, mais 20 ou 30 000 €, vous posez ça, interrogez vos proches, 20 ou 30 000 € de travaux pour avoir hypothétiquement jusqu'à 500 € d'économie sur la facture de chauffage, vous verrez que la plupart des gens diront il faut autre chose, ça ne suffit pas. Et les études de comportement des énergéticiens montrent exactement ça. Enfin, la performance énergétique des logements en Allemagne est bien meilleure qu'en France et ils payent leur énergie le double de ce qu'on la paye nous, hein, en particulier l'électricité.
Donc c'est quand même un effet important, parce que ça veut dire que d'eux-mêmes, ils prennent l'initiative de mettre plus d'argent, si je puis dire, à l'amélioration de leur logement ou la performance énergétique du logement, ne serait-ce que parce qu'ils savent qu'ils dépensent beaucoup. Et vous l'avez dit, le prix de l'énergie, il est de double en France. Alors je peux vous dire... Le prix de l'énergie est plus cher et le prix du logement, du loyer, ou bien de remboursement des prêts, qui est bien inférieur à ce qu'il est ici. La construction est beaucoup plus mieux pensée en termes d'énergie. Oui, tout à fait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a 30 ans, on avait déjà des doubles fenêtres, des doubles vitrages partout. On a beaucoup travaillé avec la direction du Trésor dans l'appareil d'État pour avoir rencontré et travaillé avec tous les cabinets des ministres, une bonne partie des directions concernées, DHUP, DGEC, etc. Je peux vous dire, je témoigne, que une direction ici, il y a une direction au sein de l'appareil de l'État qui maîtrise parfaitement ce sujet sur tous les angles, c'est la direction du Trésor. Dans la direction du Trésor, il y a une équipe qui est en charge de l'environnement, et c'est probablement, de mon point de vue, dans l'appareil de l'État, ceux qui connaissent le mieux le sujet. Et on a beaucoup travaillé avec eux, et très rapidement, ils nous ont dit, on est arrivé exactement aux mêmes conclusions que vous. Si on veut vraiment faire bouger ce sujet en France, il y a le signal réglementaire, celui que vous évoquez, il est très bien, nous on n'en voit pas d'autres, et puis il y a le signal prix. Alors nous, on leur a tout de suite dit, le signal prix, on a évidemment étudié ce scénario, on l'a abandonné parce qu'on le juge politiquement irréaliste. On ne voit pas un Premier ministre, maintenant ou demain, aller dire aux Français, voilà un échéancier, je vous annonce, en l'espace de 5 ans, le prix de l'énergie va augmenter de 30%. On ne le voit tout simplement pas. Pour avoir travaillé aussi avec les équipes de Matignon et des cabinets et des ministères concernés, on a pu vérifier que le sujet des politiques, c'est précisément l'inverse, c'est de voir comment ils peuvent tout faire pour baisser le prix de l'énergie. Ça ne va pas dans le bon sens pour nos enjeux climatiques, mais aujourd'hui, c'est ça leur sujet. Donc, le scénario prix, signal prix, de notre point de vue, il faut l'abandonner, politiquement irréaliste. Il reste le signal réglementaire. Encore faut-il, encore une fois, qu'il soit bien articulé. Et certains disent c'est une mauvaise nouvelle. Moi je dis simplement c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on aurait des voitures aujourd'hui aussi performantes, aussi peu polluantes, s'il n'y avait pas eu des normes successives, certains diront pas assez coercitives, mais en tous les cas différentes normes qui ont amené à ce que les automobiles soient aujourd'hui moins polluantes. Le signal réglementaire, c'est ce qui fait globalement qu'on a dans tous les aspects de notre quotidien des équipements plus sécurisés et qui sont plus performants. C'est la même chose qu'on doit amener dans l'habitat, et encore une fois avec la pédagogie qu'évoquait Sébastien tout à l'heure. Alors, sur les ménages en restriction, pardon. Vous n'avez pas dit, monsieur, quel scénario vous avez pris d'évolution pour le prix du... Alors, oui, pardon. C'est tout simplement les prévisions. On a, sur tout ce qu'on vous présente là, on a pris des hypothèses, dans tous les cas, sourcées publiquement. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas prêter la critique pour avoir pris telle ou telle hypothèse. Donc, pour ce qui est des prix de l'énergie, on a pris les prévisions de l'AIE pour les énergies fossiles. Elles vont jusqu'en 2030. Je vous invite à regarder les prévisions sur leur site internet. AIE, donc c'est pour les énergies fossiles. Et pour l'électricité, puisque l'électricité c'est pays par pays, c'est l'UFE, l'Union française de l'électricité, qui a fait les prévisions, et il n'y a pas d'autres organismes. Dans votre modèle, quelle a été l'influence de la réglementation tarifaire 2020 2020 qui n'existe pas encore, qui est en élaboration. Voilà. Donc elle est pratiquement inexistante parce que ça va toucher les maisons individuelles qui seront construites après 2020 et qui pèseront très faiblement sur le parc total. Par ailleurs, sachez que, et ça c'est toujours c'est une erreur que font beaucoup de gens, quand une réglementation thermique elle est adoptée une année, elle a un effet 3 ans ou 4 ans après. Donc pour toutes ces raisons-là, on fait marcher la machine à calculette, vous verrez que l'impact il est pratiquement nul. C'est vrai d'ailleurs dans le collectif
pour la RT 2012 qui est rentrée déjà en œuvre là, et dont les spécialistes disent que on va avoir que l'année prochaine les premiers effets. Alors, ménage en restriction, Sébastien a évoqué tout à l'heure la question, la définition de l'ADA. Hein. Nous, on a une autre définition qui rentre dans notre modèle. C'est simplement le pourcentage de restrictions qu'opèrent les ménages sur leur facture. C'est-à-dire, ce que les énergéticiens nous apprennent, c'est qu'il y a une régulation qui se fait, consciente pour certains ménages, inconsciente pour d'autres, sur la facture. Je paye 1500 €, l'année dernière j'ai payé 1500 € de facture de chauffage, c'est dans mon budget et quelque part je veux à peu près la même chose cette année. Pour ça, je sais que j'ai mes petites habitudes, le soir, pendant la journée je baisse un peu si je suis à l'élec, ou je mets un peu de thermostat, enfin je régule d'une manière ou d'une autre. Des fois c'est évidemment par le pull et pas autre chose que ça. Et donc c'est comme ça que l'on mesure, nous, les ménages en restriction. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc 20% des ménages qui sont en restriction de chauffage. Grosso modo, on est sur les mêmes populations, les mêmes chiffres qu'évoquait Sébastien tout à l'heure, 3 à 5 millions de personnes. Et on voit, avec le signal réglementaire que l'on propose, eh bien, une évolution forte dans un sens et dans un autre de ces ménages en restriction. On élimine évidemment en touchant prioritairement et sur le calendrier d'abord les logements énergivores. Évidemment, on élimine beaucoup de logements qui sont des passoires énergétiques et donc forcément les habitants qui sont en restriction de chauffage. Alors ça, c'est la partie macro. Donc encore une fois, on raisonne en flux et en surcoût. Hein. Notre sujet, vous l'avez compris, il est de dire, quand j'ai un ménage qui a décidé, parce qu'il il doit le faire, de refaire sa toiture, eh bien, il a un petit signal réglementaire qui lui dit, rajoute les 10% supplémentaires, les 5% de coûts supplémentaires qui vont te permettre d'être en conformité avec la prochaine échéance et surtout qui amène du confort et de la performance énergétique. Ce surcoût sur l'ensemble des gestes, c'est 1,5 milliard par an. Là, vous avez à peu près 18 milliards de dépensés chaque année en rénovation de logements. Sébastien citait 40 milliards tout à l'heure. Nous, c'est une partie de ça, plus spécifiquement dédiée aux lots concernés par la rénovation thermique. 18 milliards, on évalue à 1,5 milliard en moyenne, 2 à 3 milliards d'investissements sur une période de 3 ans. Le gain, eh bien, on va raisonner en termes de facture. Aujourd'hui, donc, je disais 1500, pardon, c'est 1300 € en 2010. 1300 €, on est à peu près un peu plus aujourd'hui. Sans signal réglementaire, la facture passe à 2050 à 1500,70 €. Ça, c'est avec des prévisions, comme je le disais, de l'AIE et de l'UFE, dont beaucoup nous disent qu'elles sont sous-évaluées, sous-estimées. Et nous critiquent d'ailleurs pour ça. Mais au moins, on a le mérite de prendre ces données publiques. Dans le cas d'un signal réglementaire bien articulé, on maintient le pouvoir d'achat des ménages sur la partie énergie. La même chose en différentiel, les 2 ou 3 milliards d'investissements que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, ils sont là, sur cette période de 15 ans. Après, on a des effets évidemment de durée de vie. Et puis, exactement comme ça se passe dans une entreprise, on doit investir au début et on récupère les économies, le retour sur investissement. Là, on raisonne pour la collectivité au niveau de la durée. Donc, c'est progressif. On a fait Bercy, quand on a présenté ça à Bercy, ils nous ont demandé de faire un calcul retour sur investissement en prenant 4% de taux d'actualisation et sans prendre en compte tous les autres bénéfices économiques, dont certains d'ailleurs cités par Sébastien, uniquement sur ce différentiel-là, investissement, économie, avec un taux d'actualisation de 4%, on est bénéficiaire pour la collectivité. Le point de rupture, il est, je ne l'ai plus exactement en tête, mais à l'horizon 2030.
Et là, on a fait le même exercice en poussant, en prenant comme hypothèse des prix d'énergie supérieurs de 50% aux prévisions de l'AIE. Donc on voit que les économies, évidemment, sont plus fortes en bout de course et qu'on arrive à ce point de rupture plutôt dans le temps. Le bilan global, il est là. J'ai évoqué la plupart des chiffres. 75 TWh ici, 115 TWh. Évidemment, on a le même impact sur les gaz à effet de serre. Le nombre d'emplois créés et maintenus, là on est en solde net. On a fait une étude de 25 pages pour regarder exactement tout l'impact emploi dans tous les secteurs, entrée, sortie, destruction d'emplois, création d'emplois. En création nette, emplois maintenus sur la durée de 15 ans, 30 000 dans, essentiellement, vous l'avez compris, dans le secteur artisan, FFB, CAPED, etc. On a évidemment aussi des emplois industriels qu'on n'a pas vraiment pu chiffrer parce qu'on ne sait pas exactement, on ne peut pas dire quelle va être la politique industrielle de Saint-Gobain, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'on peut imaginer de la relocalisation ou, comme ça s'est passé en Allemagne, des investissements beaucoup plus forts dans des PME innovantes pour imaginer les matériaux isolants de demain, isolants en couche mince, ou des techniques qui permettent de rendre l'habitat globalement, l'enveloppe du bâtiment beaucoup mieux isolée. Et évidemment un impact balance commerciale que certains jugent faible aujourd'hui, 1 milliard d'euros, essentiellement dû au fait que, encore une fois, à force de privilégier l'achat d'énergie aux Russes et pour le pétrole, eh bien c'est autant quelque part d'investissement qu'on ne fait pas ou qu'on ne privilégie pas à développer cette filière performance énergétique ici en France. Donc on achète aujourd'hui la plupart des systèmes, pompes à chaleur, essentiellement, ventilation, etc., eh bien, en Asie. Donc là, il y a une politique industrielle, d'ailleurs, nous avons été auditionnés par le groupe de Montebourg, Nouvelle-France Industrielle. Vous savez que la performance énergétique est une des 34 filières pour justement essayer de développer ça en parallèle. Voilà, pour l'essentiel de nos travaux, comme on a été, Sébastien et moi, bavards, je ne veux pas être beaucoup plus long dans mon propos. Merci de votre attention.